Merci à toutes et à tous pour vos remarques. C'est vrai que c'est un débat vif. En tant que professeur des universités, la première mission, je ne sais pas si vous pouvez le relire facilement, mais c'est dans nos textes, c'est de s'adresser au public. C'est pour cela que j'écris des livres, et je n'en suis pas au premier livre que j'ai publié sur l'histoire des sciences ou sur le génie génétique, notamment chez mon éditeur Flammarion. Ça, c'est pour répondre à la question sur les livres. C'est de la mission des universitaires de s'exprimer sur les sujets qu'ils pensent connaître et de les détailler. Ensuite, sur le plan com, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui en Russie, en Chine, aux États-Unis, là où il n'y a pas eu de plan com, en Inde, là où il y avait un grand congrès sur les OGM dans lequel un membre de mon équipe, Robin Ménage, vient de revenir, où nous avons présenté ces résultats, il n'y avait pas de plan com. Il n'y avait pas de plan com, notamment en Afrique, et que les résultats ont fait le tour du monde comme une traînée de poudre parce qu'ils remettent en cause le système d'évaluation, le laxisme et l'incompétence des agences qui n'ont pas exigé des tests de plus de 3 mois. Et pour moi, c'est une incompétence scientifique quand il s'agit de plantes qui contiennent des pesticides. Je le dis en tant que chercheur. Parce qu'on ne peut pas imaginer a priori qu'il n'y aura pas d'effet secondaire sur le long terme si on ne l'a pas testé. On n'est pas dans le milieu religieux, là. On est dans un milieu scientifique. Il était donc pour nous essentiel de le tester et de publier nos travaux. Et encore une fois, les agences réglementaires que vous avez citées ont surtout été chargées d'évaluer ces produits au niveau réglementaire, mais pas d'être une agence de publication ou de discrédit des publications scientifiques, surtout par les mêmes que ceux qui ont autorisé les produits. Puisque si vous faites le compte, on a fait le compte et on a leur CV, 80% des détracteurs qui se sont très rapidement exprimés sont ceux qui soit sont liés à l'autorisation de ces produits, soit aux industriels eux-mêmes. Il y a donc un vrai problème aujourd'hui dans l'indépendance théorique des agences, que pourtant j'appellerais de tous mes vœux pour avoir moi-même fait partie de commissions ministérielles. J'ai vu pendant 9 ans le fait qu'aucun des comptes fiscaux et aucun problème ne pouvait être lié à nos déclarations d'intérêt, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut sortir du mythe de l'expertise indépendante pour instituer l'expertise contradictoire devant des comités scientifiques, devant des journalistes scientifiques, pour que chacun puisse poser les questions. Pourquoi vous n'allez pas plus loin que 3 mois ou pourquoi ça vous semble suffisant? Des choses simples qui, aujourd'hui, me semblent être encore un débat autour du Moyen-Âge de la science. C'est-à-dire que je ne comprends pas en tant que chercheur que les analyses de sang des rats qui ont permis l'autorisation du NK 603 et du Roundup soient considérées comme un secret d'État ou comme un secret industriel, où ça revient à peu près au même si on accepte que ce soit un secret, et que, par contre, on me demande, c'est vrai, ce que nous ferons, de mettre toutes nos données sur le tapis sans avoir l'ensemble des données complètes qui permettent de comprendre l'évaluation scientifique d'un produit. En fait, c'est le rôle des agences d'évaluer ces produits, plus que d'évaluer ce qui est en charge, je le répète, des revues scientifiques internationales instituées par les pairs, les études scientifiques. Alors, ça, c'est concernant les désaccords. Je pense que donc tout doit passer à euro constant par la transparence. C'est un clic ou deux sur Internet pour enlever les codes de confidentialité sur les analyses de sang de ces produits, et on fera de même. Et aussi, je m'adresse à M. Accoyer à travers l'enregistrement possible de ces débats et à son voisin, M. le député. Aussi, comment pouvons-nous penser aujourd'hui que tous ces produits qui ne sont pas testés à long terme, comme les nanoparticules, comme en son temps l'amiante, ou les problèmes de sang contaminé, qui ne sont pas testés à long terme sur les animaux, n'incluent aucun risque. Il s'agirait d'obscurantisme, au contraire, de ne pas voir que l'externalisation des risques à long terme sur les nouvelles technologies est un phénomène commun de notre société. Et c'est ce que nous travaillons au sein du pôle risque, qui est pluridisciplinaire et qui est, comme je l'ai expliqué, une association de chercheurs qui a remarqué que, tant au sujet des nanoparticules que des
accumulations des produits radioactifs, des métaux par exemple, ou d'autres, à faible dose suite à une explosion nucléaire, ou des OGM sur le long terme, ou des pesticides sur le long terme, on s'interdit pour des raisons économiques souvent, et même la recherche publique n'a pas de financement pour cela, parce que ce sont les industriels qui font leurs tests depuis 50 ans, on s'interdit de demander ou de commanditer via nos agences des tests à long terme sur toutes ces nouvelles technologies qui sont en débat dans la société. Et à long terme, ça ne veut pas dire 30 ans ou 40 ans pour retarder les industriels. L'autorisation et la culture du maïs, et entre sa fabrication et sa culture, ça a dû prendre 10 ans. Ça n'aurait pas été grand-chose d'exiger pendant cette période un test de 2 ans sur des rats. Donc, moi, en tant que scientifique, je ne comprends pas l'argument qui dit qu'on va retarder l'industrie. Je pense qu'au contraire, en triant bien, on aura les bons produits en faveur de la santé et de l'environnement, et que l'État fera des économies. Je comprends que ça soit difficile pour l'État de financer tous les produits commerciaux qui sortent, mais alors demandons simplement que l'argent qui est dépensé et qui est selon des normes réglementaires qui n'ont pas été respectées pour le NK 603 ou pour le Roundup, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de normes pour le NK 603, par exemple. C'est-à-dire que Monsanto a utilisé 2 doses, normalement pour un pesticide c'est 3 doses, mais les normes OCDE pour les OGM sont en construction, elles ne sont pas établies. Les tests sur les animaux ne sont même pas obligatoires. C'est pour cela que c'est de la recherche scientifique. C'est ce que je viens de dire. Et donc, il y a des difficultés du côté du secteur public, et si, monsieur le député, il y a beaucoup de débats à ce niveau, c'est parce que d'abord, la controverse scientifique est une façon de faire avancer la science. J'enseigne l'épistémologie à mes étudiants, et c'est la première des choses qu'on observe quand il y a des sujets nouveaux, mais aussi, il y a là des conflits économiques incroyables, parce que l'évaluation à long terme, à 2 ans, rendrait peut-être peu rentable le turnover des produits à court terme. Et donc, les personnes qui les ont autorisées ou qui se sont battues, car elles existent et elles ont co-signé aujourd'hui dans Marianne, enfin pas aujourd'hui, mais l'autre jour dans Marianne, des suspicions de fraude à notre encontre, que nous ne laisserons pas certainement passer sans procès. Nous avons déjà gagné contre Marc Fellous et Gérard Pascal en diffamation pour l'Association française de biotechnologie végétale. Nous sommes prêts à recommencer, qu'il s'agisse d'un politique ou d'autres personnes, de scientifiques. Il est clair aujourd'hui que nous ne laisserons passer aucune suspicion de fraude dans cette histoire, a priori, sans faire une analyse indépendante de l'ensemble des données qui ont servi à l'autorisation de ces produits, y compris les nôtres, et sans faire une analyse avec des experts qui ont été impliqués dans l'autorisation de ces produits. Sinon, on ne peut pas revendiquer l'indépendance, monsieur. Donc, aujourd'hui, sur la pertinence de l'étiquetage OGM, je pense qu'il serait nécessaire d'étiqueter les produits animaux, car de toute façon, si l'animal n'est pas en santé, s'il est malade, il est malsain de manger un animal malade. Que l'ADN passe ou pas la chaîne alimentaire, que le résidu de pesticides passe ou pas la chaîne alimentaire, et nous pensons qu'il la passe, car nous en avons trouvé dans les organes de notre étude. Je vous ai dit, nous n'avons pas encore tout publié, parce que tout ne pouvait pas tenir dans une seule publication. Et ensuite, on a comparé à la mémoire de l'eau ou à la vitesse de la lumière. Il s'agit de concepts complètement nouveaux de la science, là, qui n'ont pas d'enjeu économique tout à fait immédiat. Tandis que là, on parle de concepts qui sont très simples, c'est-à-dire tester vie entière sur un rat les mêmes produits. Et nous pensons qu'il est tout à fait nécessaire pour les produits auxquels nous sommes exposés vie entière de les tester vie entière au moins sur l'animal de laboratoire, puisqu'il n'y a pas de test préclinique. D'où le fait que nous ne pouvons pas accepter de comparaison avec des concepts complètement nouveaux qui remettraient en cause, si vous voulez, le fonctionnement de la physique nucléaire ou de l'eau. Donc, il n'y avait pas, donc, je vous l'ai dit, de plan com en Chine ou en Russie, et pourtant la Russie a interdit ces OGM, et ça a fait un débat très chaud. Donc nos livres ou les films qui ont été faits n'ont rien à voir, et si les films ont été faits, c'est parce que les fondations et associations
association CERES pour l'étude des effets de l'alimentation sur la santé, qui a une 50aine de PME, PMI dans ses membres, et nous avons fait écran par rapport à ces adhérents-là. Nous ne les connaissons pas tous, simplement ils ont une charte de non-appartenance au monde des biotechnologies et des pesticides. C'est l'association CERES qui l'a fait. Et pour la Fondation pour le progrès de l'homme, ils ont aussi la même charte. Ils ont apporté respectivement 2 et 1 million d'euros, et puis 100 000 euros par le ministère de la Recherche via les fonds parlementaires de François Grosdidier, et 150 000 euros de déficit oxygène à cause du nombre de l'explosion des tumeurs. Et donc, nous recherchons des bourses d'étudiants pour continuer ces thèses. Nous pensons qu'il y a des solutions saines et apaisées. Nous ne parviendrons pas, et nous le soulignons, et c'est parce que nous le croyons fondamentalement, que j'ai dit ce que j'ai dit sur les données. Nous ne parviendrons pas à apaiser le débat sans mettre sur la table l'ensemble des analyses de sang qui ont permis les autorisations de ces produits ou de produits comparables. Sinon, nous sommes au Moyen-Âge de la connaissance scientifique. Et ça, mesdames et messieurs les députés, j'attends de votre part, comme nous allons l'écrire au ministre, de lever ce secret illégal. Et tout sera sur la table, et nous mettrons tout sur la table. Et donc, ensuite, il faut instituer, à notre avis, l'expertise contradictoire. Contradictoire, c'est-à-dire avec chacun démasqué. Admettons que nous ayons pris, parce que l'État ne nous en donnait pas, et je vous donnerai les conditions, c'est en fait l'INRA et M. Gérard Pascal qui ne voulaient pas aller plus loin dans les études sur les rats, et donc qui a rejeté ces propositions d'emblée de faire des études à long terme, à une époque où, dans mon équipe, on faisait partie de l'INRA, donc sans justification précise, sinon que ce n'était pas la peine. C'est ces gens-là qui se sont battus également pour ne pas prolonger les tests à la CGB. Évidemment, quand le gouvernement demande des experts sur le domaine des OGM, ils prennent dans les grands laboratoires de recherche ou dans les instituts de recherche les personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Et les grandes entreprises ont fait pareil parce que depuis 15 ans, eh bien, l'État externalise un certain nombre de crédits publics sur les collaborations avec les industriels. Par exemple, pour répondre à un appel d'offres européen, il faut qu'il y ait un réseau de laboratoires plus un industriel très souvent. Pour organiser un colloque ou pour trouver des emplois pour les étudiants, il faut qu'il y ait des industriels. Et donc, il s'est formé un dialogue entre tous, qui a été souvent recherché. Je ne pense pas que ce soit malsain du tout, mais je pense qu'on a émoussé l'expertise contradictoire dans le processus et qu'il est aujourd'hui, vous pouvez le demander à l'EFSA ou ailleurs, très difficile de trouver une réelle expertise indépendante avec des gens qui n'ont pas collaboré. Le président avec les industriels, le président de l'INRA lui-même suggérait que Mme Christine Cherbu, dans une lettre récente, qui a été directrice chez Nestlé, évalue notre étude dans les prochaines semaines. Nestlé fait partie de l'ILSI. Nous pensons que tout le monde n'est pas compromis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des intérêts industriels importants à réduire l'ampleur des tests et la longueur des tests. Et ça, quel que soit le parti politique, je pense qu'on peut aujourd'hui le comprendre et l'admettre. Et donc, il est très difficile de partir a priori avec les mêmes, c'est-à-dire les anciens de l'AFSA, le HCB, où il y a M. Lavielle qui a dit finalement, même s'il les a un peu critiqués, en tout cas le HCB a dit d'accord aux tests de Monsanto avec des tests statistiques qui étaient très controversés pourtant, qu'avait fait Monsanto, sur le même nombre de rats, etc., sur le même nombre de rats par groupe. Donc je crois qu'on ne peut pas jouer double jeu en pensant que l'expertise est a priori indépendante et avoir demandé aux chercheurs du public de sans cesse collaborer avec les industriels. Nous sommes arrivés à un point où seule l'expertise contradictoire, à notre avis, permettra de sortir par le haut, c'est-à-dire des experts qui disent ben, ça, c'est une évaluation insuffisante, des experts qui disent ça, c'est une évaluation suffisante, et qu'ils puissent s'exprimer en public devant une commission, devant des journalistes scientifiques, pour dire pourquoi, pour dire pourquoi ils justifient leurs travaux, leurs opinions. Donc, pour le reste, je pense que sur les méthodes statistiques, alors oui, il y avait une question importante sur les Américains ne meurent pas comme des mouches ou il n'y a pas plus de cancer. Si ils ont une espérance de vie qui est moindre que la nôtre, et c'est pas pour ça que je vais a priori lier ça aux OGM qui sont cultivés là-bas. Oui, ils ont beaucoup plus de maladies alimentaires, beaucoup plus d'obésité, etc. Et il y a moins d'obligations de tests encore qu'ici,
bien que ce soit les mêmes tests qui soient faits par les entreprises à travers le monde, mais seules des déclarations suffisent et beaucoup de nouveaux OGM n'ont pas de tests sur animaux, comme l'EFSA voudrait le faire selon la suggestion de M. Harry Kuiper, qui lui-même a travaillé dans le projet Trans Food avec les industriels, qui est encore au comité OGM de l'EFSA. Voilà pourquoi, en tant que scientifique, monsieur, nous ne pouvons pas accepter l'idée a priori que ces agences sont indépendantes. En esprit, oui, mais dans les faits, les chercheurs, par exemple Andrew Chesson, qui a dit avec le NK 603 en 2003 à l'EFSA, ben c'est très bien. Eh bien, ce chercheur ou cette personne, aujourd'hui, nous accuse d'avoir été trop loin dans le temps et d'avoir conduit une étude malmenée. Il y a également, aujourd'hui, on va le remarquer, un certain nombre de personnes qui n'ont pas dans leur CV, dans ces agences, l'autorité à contester une étude d'anatomopathologie ou de physiologie. Par exemple, je vois dans le comité EFSA toute une série de physiologistes des plantes qui n'ont rien, ou de gens qui ont des brevets sur les semences, qui n'ont rien à faire là. Et quand on compare sur les 5 dernières années, par exemple, les gens qui ont un CV en toxicologie, je crois que M. Pascal a une publication en nutrition dans un journal de nutrition au cours des 5 dernières années. Et donc, je crois qu'il faut arrêter avec des réputations de on-dit, de grands scientifiques qui tirent les premiers dans la presse. Il faut revérifier les CV. Je vous donnerai les banques de données des publications internationales si vous le souhaitez. Revérifier leur lien avec l'industrie, ce que sait faire le Canard enchaîné cette semaine. Et on pourra ensuite parler d'indépendance réelle. Donc, il est clair qu'il faut évaluer à long terme tout ce qui est aujourd'hui soumis à long terme à la population. C'est une question de santé publique. Nous pouvons nous être trompés sur tel ou tel point, mais nous croyons dans les résultats de nos recherches. Nous demandons à ce qu'elles soient reproduites. Là, il y a une occasion par la recherche publique, si c'est possible, de mettre 5 millions d'euros sur la table et de refaire faire ça par une autre équipe, parce que nous avons plein de travail, eh bien, ça sera parfait pour pouvoir sortir du débat. Donc, transparence des données, expertise contradictoire pour qu'on sache pourquoi on n'a pas été aussi loin jusqu'à présent, et ce n'est pas normal que ce soit nous, petite équipe universitaire dans le Calvados, qui ayons à faire ces tests. Et c'est pour ça que nous avons été chercher les partenaires qui les ont permis, parce que nous croyons fondamentalement que la santé publique est malmenée par l'absence de tests à long terme. Donc, je voudrais juste conclure en donnant, si c'est possible, la parole à mon collègue, 2 minutes ou le temps que...